En tout cas, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce premier meet-up de l'année 2021 et qui commence par parler d'ailleurs d'argent, c'est cool, mais aussi de management, d'alignement, donc ça va être cool. Avant de démarrer euh, les présentations d'usage, donc, je vous rappelle que le meet-up d'aujourd'hui, comme tous les autres meet-ups, sont organisés par la French Tech Strasbourg, la communauté qui rassemble les entrepreneurs, entrepreneuses des startups du coin, parce que c'est Strasbourg et environ. Groupe qui fait pas mal déjà de choses autour de nous, qui structure l'écosystème et qui fait pas mal d'événements, notamment, on va le voir, alors déjà qui réunit un paquet de startups déjà aujourd'hui mais qui est en train de s'étendre, vu que pour l'instant, historiquement, ça s'est créé. C'est une communauté qui s'est montée sur les fondations de Strasbourg Startup, l'ancien groupe de startups numériques, et qui s'étend aujourd'hui de plus en plus vers les startups de tous les domaines. Et donc, c'est une map qui va grossir incessamment sous peu de manière beaucoup plus massive. Et qui en plus organise pas mal d'événements, dont par exemple des Demo Nights, plusieurs fois, 1 à 2 fois par an. On en avait une en fin 2020 où il y a 5 nouvelles startups qui ont rejoint le groupe, mais qui organise également des meet-ups. Mais ça, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, vu que si vous êtes là, vous savez ce qu'est un meet-up. C'est plutôt cool et on en fait environ un par mois sur plein de thématiques différentes, en général en faisant venir un expert, en faisant venir des start-upers et start-upeuses qui viennent témoigner. Donc, ce n'est pas juste de la théorie, c'est de la théorie plus de la pratique, avec le micro ouvert et les gens qui peuvent poser en direct tout plein de questions. Donc voilà, on cherche vraiment à avoir un format qui est dynamique et qui permet à toute la communauté d'apprendre et d'évoluer ensemble. Alors derrière, il y a aussi le Founders Club qui est, là c'est le Founders Club du numérique en tout cas, qui réunit de temps en temps, parce qu'on n'est plus dans le mensuel depuis qu'il y a les confinements et couvre-feu en tout genre. On voit que ça c'est une photo qui est So Ancien Monde, mais qui réunit en tout cas les entrepreneurs ensemble pour qu'ils puissent se partager dans un environnement on va dire private, donc sans oreille indiscrète, où ils peuvent s'échanger leurs bonnes nouvelles comme les mauvaises, leurs bons plans comme les mauvais plans, et qui puissent justement apprendre les uns des autres et essayer de grandir ensemble, parce que c'est à ça que sert aussi un écosystème, et en général, c'est vraiment un espace dans lequel on va pouvoir avoir des infos qui ne se disent pas à haute voix, où on va pouvoir aider, s'aider les uns les autres, parce qu'on va pouvoir enfin dire la vérité de ce qui se passe derrière les coulisses de la com. Donc voilà, c'est vraiment un espace bienveillant et qui permet d'apprendre ensemble. La French Tech Strasbourg qui propose aussi toute une série de podcasts pour apprendre justement à rencontrer tout l'écosystème. Donc au fur et à mesure des épisodes, ça balaye plein de sujets autour de la création des startups, mais aussi à chaque fois avec des invités de l'écosystème et des gens aussi bien entrepreneurs que des membres de l'écosystème. On a déjà vu par exemple Sébastien Pierre pour la Caisse d'épargne, on a déjà eu le Alsace Business Angel, on a déjà eu le SEMIA, on a déjà eu, enfin, il y a tous les acteurs de l'écosystème en fait qui viennent témoigner. J'ai eu les fonds d'investissement, les fonds, voilà, il y a un peu tout le monde comme ça qui vient témoigner aussi de leur part comment se construit cet écosystème, et voilà, donc c'est vraiment aussi un bon condensé pour commencer pour ceux qui débutent dans l'entrepreneuriat. Écoutez le podcast de Brésil Connect qui est sur Ocha. Une fois toutes ces informations, et maintenant que vous avez bien capté que j'ai une couronne parce qu'on est en janvier et que tout le monde a tiré les rois, hein, c'est la fête, hop là, et ben, on se réunit ce soir pour parler BSPCE. Alors, pourquoi les BSPCE? Alors, c'est pas moi qui vais vous dire pourquoi on fait des BSPCE, mais pourquoi ce meet-up? Parce que, notamment, on demande aux membres de la communauté quels sont leurs besoins, quels sont les sujets qui les trituent en ce moment et sur quoi ils ont besoin de monter en compétences. Et c'est un des sujets qui est remonté de la communauté. Plusieurs se posent la question de comment mettre en place des BSPCE, est-ce que c'est bien de les mettre chez eux, est-ce que c'est pas trop compliqué? Alors, ils ont plein de questions et du coup, on a dit, go, faisons un meet-up là-dessus, sachant qu'il y a pas mal de gens dans l'écosystème qui l'ont déjà fait, avec des gens dans l'écosystème qui savent le faire. Et donc, pour nous accompagner ce soir, je remercie et j'accueille et j'applaudis immédiatement et je présente Pierrick Nass, avocat associé au cabinet Elori Avocat, qui nous fait des coucous et qui va être là surtout pour je sais pas si c'est pas que c'est plus la théorie, mais parce qu'au final, il le met aussi en pratique pour le coup au quotidien. Alors, pour l'anecdote, hein, enfin, il l'a mis en place. Bref, donc ça va être la partie plus, on va dire, ouais, théorique.
on va dire. Mais en tout cas, le point de vue juridique et tous les mécanismes qui vont autour. Et puis sur la point de vue plus pratique, en tout cas du point de vue des entrepreneurs, on a Emeline Anne, cofondatrice et CEO de Physimed, et Geoffrey Kretz, fondateur et CEO de Quit. Alors, pour ceux qui suivent nos meet-up, ils les ont déjà vus il y a un mois dans le précédent meet-up, je sais, mais pour leur défense, il y a 1 an et demi, on a fait 4 meet-ups d'affilée avec les gens de Scalingo, donc il n'y a pas de problème, on peut reprendre les mêmes gens encore et encore, s'ils ont des choses à dire et à apporter, c'est cool. Et donc, on est ravis de les réaccueillir à nouveau aujourd'hui sur ce sujet-là. Et ce n'est pas tout, parce que les BSPCE, ça ne concerne pas que les entrepreneurs, ça concerne aussi l'équipe. Et donc, tout comme on l'avait fait d'ailleurs le mois dernier à l'initiative d'Emeline, et c'était cool, et ben cette fois, c'est l'initiative de Geoffrey, et ben on aura aussi le contrepoint, donc le point de vue depuis un salarié. Donc, c'est Marine qu'on accueille, Marine Bousseau, qui est Head of Digital Marketing et partenariat, hein, je n'ai pas mis tout le titre, chez Quit. Si le site de Quit est à jour, hein, c'est le bon titre normalement. Et donc, c'est bon, il est juste le titre. C'est cool. La photo aussi est du site. Hein. Je ne suis pas, j'ai pas pris de risque. Et donc, voilà, ce qui nous donnera aussi un contre-point de vue, cette fois vu du point de vue des salariés. Et ça, c'est vraiment cool. On n'est pas que entre entrepreneurs, il faut aussi penser à toutes les parties prenantes. Et donc, pour démarrer, si ça vous va, je vous propose de commencer par Pierrick. Pierrick, est-ce que tu es chaud? Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Pierrick, avocat. J'interviens en droit des sociétés, particulièrement dans le domaine des startups où je fais effectivement un accompagnement à la levée de fonds et dans le cadre de ces levées ou pas, il m'arrive de mettre en place des plans de BSPCE. Donc, on va parler ce soir de la mise en place de BSPCE pour son équipe. Donc, je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez synthétique, hein, de ne pas rentrer non plus trop dans les détails d'un point de vue notamment juridique et fiscal, pour que ce soit intéressant. Et bien entendu, pour que voilà, si vous souhaitez mettre en place un BSPCE, n'hésitez pas à me contacter. OK, on commence. Alors, attendez, hop. Alors, qu'est-ce qu'un BSPCE? Première question. Donc, le BSPCE, c'est l'acronyme de bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise. En fait, un BSPCE, ça donne droit à son titulaire, donc généralement un salarié, pendant une période déterminée, d'acheter des actions de la société émettrice à un prix fixé lors de leur attribution. En fait, si vous voulez, un BSPCE, c'est très similaire à un bon de souscription d'actions, mais avec un vêtement fiscal et social beaucoup plus favorable. Si vous voulez, si on fait un rapide historique, à l'époque, quand les BSPCE n'étaient pas créés, les entreprises avaient tendance à attribuer des BSA à ses salariés. Et là-dessus, les URSSAF et le fisc sont tombés et ont considéré qu'il y avait des avantages en nature. Donc, la pratique, et notamment les startups parisiennes, ont demandé à un moment à Bercy à faire un geste et de créer un outil qui était juridiquement un BSA, mais avec un cadre fiscal et social qui soit beaucoup plus avantageux pour le salarié et pour la société. Voilà, c'est comme ça que sont créés en fait les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Et c'est vraiment un outil qui a été pensé, comme on le verra, pour les startups. Alors, le mécanisme, si vous voulez, il y a un diagramme avec la valeur de la société qui prend de la valeur dans le temps si vraiment tout se passe bien. On est dans une bonne hypothèse. Donc, tout d'abord, on a une période où on a l'attribution du bon. Ensuite, dans le mécanisme, on a un temps de raison où le salarié ou le mandataire social va exercer son bon. Et là, on a quelque part une plus-value latente qui se dégage. C'est-à-dire que si la société a progressé, la valeur de la société a progressé, au moment où le salarié exerce le bon, il va quelque part matérialiser une plus-value qui est bien entendu latente pour le moment, parce qu'il n'a pas encore revendu ses actions. Et effectivement, le jour où il revend ses actions, on a une plus-value qui est effective. Si vous voulez, le mécanisme d'un BSPCE, c'est un peu comme le mécanisme du stock option. C'est-à-dire que ça donne le droit, c'est un bon, donc ça donne le droit à un salarié d'acheter ultérieurement une action de la société, mais à un prix de souscription qui est d'ores et déjà fixé dès le jour de l'attribution du bon. Donc l'idée, c'est de faire profiter aux salariés de la prise de valeur de l'action sous-jacente au bon. Alors, les objectifs des BSPCE. Tout
Tout d'abord, bien entendu, ça a été l'idée de mettre en place des BSPCE, c'est d'attirer les talents. On s'est rendu compte que dans les startups, effectivement, au début, les ressources sont relativement limitées et il était difficile d'attirer des talents, notamment des seniors, dans les entreprises. Parce qu'effectivement, ils trouvaient des rémunérations beaucoup plus intéressantes dans les entreprises plus traditionnelles, hein, ou type les GAFA. Ensuite, c'est effectivement fidéliser les salariés de l'entreprise via ce qu'on va voir plus tard, c'est le mécanisme du vesting. Ensuite, bien entendu, impliquer des salariés dans le projet de votre entreprise. Hein. Effectivement, on va quelque part aligner les intérêts des salariés avec les intérêts des associés, hein, notamment des fondateurs, parce qu'il y aura quelque part une prise de valeur, hein, de leurs bons et de leurs actions. Et donc, on va de facto associer les équipes au succès futur de votre startup, notamment lorsqu'il y aura un événement de liquidité, c'est-à-dire la revente de votre entreprise. À ce moment-là, les titulaires de BSPCE vont les exercer et profiter de la plus-value qu'on a vue dans le mécanisme. OK. Alors, qui peut attribuer des BSPCE? Alors, c'est nécessairement une société par action, quelle que soit sa taille. Donc, on retrouve les sociétés anonymes, essentiellement les SAS, hein, mais aussi les sociétés en commandite par action. Bon, la SCA, c'est une forme qu'on trouve très peu. Hein. Ensuite, quelques précisions, la société doit être passible à l'impôt sur les sociétés en France. Bon, ça c'est clairement le cas de la plupart des startups. D'accord. Et par contre, la société ne doit pas être créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration ou d'une reprise d'une activité préexistante. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est prédéfini pour ce qu'on appelle un peu les sociétés innovantes, ou en tout cas une société qui crée une activité. Si vous créez une société avec un rachat d'activité, par exemple, à la barre du tribunal, vous ne pourrez pas attribuer de BSPCE parce que vous exploitez une activité qui était préexistante à la création de votre société. OK. Une autre condition imposée par la loi, c'est que la société doit être immatriculée depuis moins de 15 ans, à la date d'attribution des BSPCE. Donc là, on voit bien l'intérêt du législateur à mettre en place ces mécanismes de BSPCE uniquement, on va dire, pour les jeunes entreprises. Ensuite, il y a des règles contenues eu égard à la composition du capital. La société doit au moins être détenue à 25% par des personnes physiques. Alors, il y a quand même quelques tolérances pour le calcul du seuil de 25. On va intégrer dans ce seuil des 25 toutes les personnes morales qui sont elles-mêmes détenues à 64% par des personnes physiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit aux fondateurs, par exemple, de se regrouper dans des holdings, d'accord, des holdings de fondateurs. On en tiendra compte dans le calcul du seuil de 25. Par contre, effectivement, si on est dans le cadre d'une filiale, par exemple d'un grand groupe, ou d'un groupe de sociétés, hein, pas forcément grand, qui serait détenu par exemple à 80% par une société morale elle-même détenue par une autre, une surholding, une topco, on ne respectera pas les conditions. Bien sûr, comme c'est destiné aux startups, on a également une tolérance pour tout ce qui est participation des fonds d'investissement. Si vous avez un FPCI ou une société de capital risque au capital, il n'est pas tenu compte de leur participation dans le calcul du ratio de détention. Donc ça, effectivement, ça veut dire que vous pouvez faire entrer un ou plusieurs investisseurs qui peuvent même prendre jusqu'à 40-50% du capital. On n'en tiendra pas compte dans le calcul des 25. Alors, qui peut bénéficier des BSPCE? Alors, logiquement, hein, c'est les salariés de la société émettrice. Et on retrouve également les mandataires sociaux de la société émettrice s'ils sont soumis au régime fiscal des salariés. Typiquement, c'est le président de SAS, les directeurs généraux. Avec la loi Pacte, on a également, la loi Pacte a permis la possibilité d'étendre les personnes qui peuvent bénéficier des BSPCE aux membres des conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés anonymes. Et bon, on sait que la plupart des startups, c'est quand même des SAS, mais donc également aux membres de tout organe statutaire équivalent à un conseil d'administration ou à un conseil de surveillance pour les SAS. Alors là, il faut quand même faire un petit peu attention. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un comité stratégique, vous pouvez éventuellement attribuer des BSPCE aux membres du comité stratégique, hein, notamment un senior advisor. Par contre, il faut bien faire attention à ce que les fonctions du comité stratégique ressemblent, en tout cas, ou soient identiques à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance. Généralement, ce qu'on fait, comme le comité stratégique est plutôt proche d'un conseil de surveillance, on rajoute dans on
va dire, l'étendue des pouvoirs du comité stratégique. Dans les statuts, ça c'est important, on rajoute comme quoi il y a un pouvoir général de contrôle sur la gestion qui est faite par les membres de la direction. En fait, on recopie un petit peu les fonctions du conseil de surveillance prévues dans le code de commerce pour la société anonyme. Voilà. Donc ça, c'est uniquement si on veut les attribuer à des membres d'un comité stratégique ou comité d'orientation stratégique, par exemple. On peut également attribuer les BSPCE à des salariés ou des mandataires sociaux d'une filiale de la société maîtrise. Ça, c'est typiquement le schéma où vous avez une holding avec en dessous des filiales. Vous pouvez très bien attribuer des BSPCE sur la holding à l'un des salariés d'une filiale ou à l'un des dirigeants de la filiale. D'accord ? Ensuite, les caractéristiques des BSPCE. Alors, tout d'abord, les bons sont incessibles. Ils sont attributs intuitus personnés, c'est-à-dire en considération de la personne. C'est-à-dire qu'un salarié qui serait porteur de BSPCE ne pourra aucunement les céder à titre onéreux ou gratuitement ou les donner à un autre salarié ou à quelconque autre personne. Okay. Alors, le désavantage, c'est qu'ils ne peuvent ni figurer sur un plan d'épargne action, ni sur un plan d'épargne entreprise. Il en est même des actions souscrites lors de l'exercice des BSPCE. En fait, la difficulté, c'est que le législateur considère qu'il y a une telle carotte fiscale sur les BSPCE qu'on ne pourra pas non plus superposer cet avantage fiscal avec un autre avantage qui est issu du PEA ou du PE. Ensuite, petite précision, en cas de décès du titulaire des BSPCE, et ça c'est la loi qui le prévoit, ces héritiers peuvent les exercer dans un délai de 6 mois à compter du décès. Donc effectivement, les bons sont incessibles. Par contre, en cas de décès, malheureusement, du salarié ou du mandataire, ces héritiers pourront les exercer dans un délai de 6 mois. Ensuite, le calendrier. Alors, effectivement, la loi ne prévoit rien concernant le calendrier ou les conditions d'exercice des BSPCE. Donc, il est vraiment indispensable de prévoir contractuellement l'ensemble des conditions d'exercice des BSPCE. Tout d'abord, on va définir ce qu'on appelle un calendrier d'exercice, ou autrement dit le vesting, ce qui va définir le rythme auquel les BSPCE sont définitivement acquis par le salarié. Donc là, généralement, une période de vesting, en fait, c'est un calendrier. Si on prévoit un vesting qui est trop court, on a l'objectif de fidélisation qui ne sera pas atteint. Parce que si on attribue tous les BSPCE à un salarié, par exemple, dès la première année, effectivement, on va se demander pourquoi il va continuer à travailler ou s'investir dans l'entreprise. Et à contrario, s'il est trop long, par exemple, si on fait un vesting, c'est-à-dire il faut 10 ans, dans le cas extrême, 10 ans pour pouvoir véritablement acquérir les BSPCE, il y a un côté décourageant et du coup, le plan de BSPCE ne sera pas considéré comme attractif par le salarié. Donc, généralement, un vesting, ça s'étend habituellement sur une période de 3 à 5 ans. Et ce qu'on généralement prévoit, c'est un vesting dit progressif. C'est-à-dire que, par exemple, on peut, dès la première année ou au bout d'un an de 12 mois, attribuer 25%, on attribue une enveloppe de BSPCE, mais sur cette enveloppe attribuée, 25% sont d'ores et déjà acquis au bout des 12 premiers mois. Puis ensuite, on déclenche, le salarié déclenche progressivement, soit tous les ans, soit tous les mois, une quotité de BSPCE. Ça évite quelque part, le vesting progressif permet d'éviter notamment les seuils, les effets de seuil. On peut également conditionner l'exercice des BSPCE à des critères de performance individuelle ou collective. Généralement, si on le fait, on fait à la fois de manière cumulative un vesting au niveau du calendrier, plus l'atteinte de réalisation d'objectifs. Bon, alors là, par la pratique, moi, je le vois quand même assez rarement, l'atteinte d'objectifs, parce que, il y a des objectifs qu'on peut concevoir de manière objective, par exemple pour un commercial, ce qui peut être beaucoup plus compliqué, par exemple pour un développeur, un CTO, parce que c'est compliqué de dire quels seraient ses objectifs à 3, 4 ou 5 ans à compter du jour de l'attribution. Donc, généralement, la pratique retient plutôt uniquement le critère de la présence du salarié dans l'effectif salarié. OK, ensuite, la mise en place. Donc là, on distingue on distingue généralement 3 étapes. Tout d'abord, il y a l'autorisation du plan. Donc ça relève de la compétence de la collectivité des associés, soit pris en assemblée générale extraordinaire, soit décision unanime des associés, on peut éventuellement faire signer via DocuSign. Généralement, ce qu'on fait, on le fait sous forme de délégation de pouvoir, c'est-à-dire que les associés, soit au travers d'une assemblée générale
soit au travers des décisions unanimes, délègue toute compétence au mandataire social, hein, donc généralement c'est le président, à l'effet de désigner les bénéficiaires, d'arrêter les conditions du plan et d'attribuer définitivement les BSPCE. Okay. Ensuite, on a l'étape de l'attribution. Donc ça, comme on l'a vu, ça relève du mandataire social, hein, donc généralement le président de la SAS. Les BSPCE sont attribués aux bénéficiaires que le mandataire social aura préalablement déterminé dans le respect des conditions définies par la collectivité associée et ou le comité stratégique. Et généralement, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on donne plutôt carte blanche au président, c'est-à-dire qu'on lui fait une délégation quand même qui est très large et générale, afin que derrière, on ait de la souplesse pour la mise en place des conditions. Parce qu'effectivement, on pourra, par exemple, retenir des conditions différentes pour chacun des salariés. Si, par exemple, on a un salarié qui est déjà présent dans l'effectif depuis, par exemple, 3 ans au moment de l'attribution, ben, on va peut-être pas lui mettre, on va lui mettre peut-être une période de vesting plus courte que des bons qu'on attribuerait à un salarié qui vient d'entrer dans la société. Donc, tout ça, l'avantage des BSPCE, c'est qu'on peut vraiment faire du cas par cas, salarié par salarié. Et l'avantage aussi des BSPCE, c'est qu'il n'y a pas de notion de collectif. Contrairement à ce qu'on appelle l'intéressement ou la participation, il est possible de n'attribuer des BSPCE qu'à certains salariés. Généralement, bon là, il y a toujours un débat, c'est est-ce qu'on le fait uniquement sur des personnes clés de la société ou est-ce qu'on fait un plan qui profite un peu à tout le monde. Donc ça dépend vraiment de la philosophie du ou des dirigeants ou des fondateurs et la philosophie qui règne au sein de la société. Généralement, ce que je vois plutôt moi, c'est on attribue les BSPCE plutôt à des personnes clés que l'on souhaite fidéliser et intéresser. Voilà, je vois Rémi qui donne. Je sais qu'au sein d'Epopia, des Créanettes, la philosophie est un petit peu différente. OK. Point quand même d'attention, c'est généralement pour les startups qui ont déjà levé des fonds, il faut quand même regarder dans la documentation, soit dans les statuts, soit dans le pacte d'associés, parce que généralement, dans l'un des deux documents, l'émission des BSPCE est quand même soumise à l'autorisation préalable du comité stratégique. Parce qu'effectivement, le BSPCE, on va le voir, a un effet dilutif pour les associés présents. Donc effectivement, les investisseurs veulent quand même avoir leur mot à dire sur une émission d'un plan. Ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le règlement du plan de BSPCE. Donc là, ça va être, le règlement, c'est quelque part le contrat qui va régir le fonctionnement des bons. Et il est signé avec chacun des salariés concernés afin de lui rendre opposable et de lui notifier les conditions du plan. On va retrouver dans ce règlement de plan notamment le calendrier, les conditions d'exercice et surtout le prix d'exercice. Voilà, donc la transition est toute trouvée. Le prix. Donc, le prix, alors, au niveau de l'attribution, ce qu'il faut retenir, c'est que les BSPCE sont attribués gratuitement. Donc, le salarié n'a aucun décaissement à faire au jour de l'attribution des bons. Le décaissement a lieu, par contre, par la suite, au moment de l'exercice des bons. Au niveau du prix d'exercice, donc ça, le prix d'exercice, il est fixé lors de l'attribution des BSPCE. Le prix d'exercice, en fait, c'est le prix auquel le salarié va pouvoir souscrire les actions nouvelles en exercice des bons. En fait, c'est le prix des actions nouvelles qu'il va devoir quand même payer, au jour où il exerce les BSPCE. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'attribution est gratuite. Par contre, le salarié doit quand même décaisser de l'argent le jour où il exerce ses BSPCE. Alors, comment on fixe le prix d'exercice? Ça, c'est une question qui est toujours délicate. Le principe, c'est qu'il doit être déterminé en tenant compte de la valeur de la société au jour de l'attribution. Avec ça, on a tout dit et rien dit, mais c'est ce que dit le Code général des impôts. Le Code général des impôts nous impose aussi une contrainte, c'est-à-dire que si on a une augmentation de capital qui a lieu dans les 6 mois précédant l'attribution des BSPCE, le prix d'exercice ne peut être inférieur au prix des actions retenues lors de cette augmentation de capital. Donc le schéma, c'est par exemple, vous faites une levée de fonds. Dans le cas de la levée de fonds, vous donnez d'ores et déjà compétence aux dirigeants pour émettre un pool, on va dire, de BSPCE représentant 5 ou 6, 7, 8, voire 10% du capital post-monnaie. Et dans les 3 mois, vous attribuez les bons. Le problème, c'est avec cette contrainte, c'est que vous allez devoir nécessairement retenir la valeur des actions auxquelles ont souscrit les investisseurs pour déterminer le prix d'exercice. Alors, du coup, par la pratique, on va dire les startups, on dit que effectivement, des fois, il y a quand même des corrélations entre le prix payé par un investisseur sur la base d'une valeur pré-monnaie qui est quand même une négociation avec quelque part la valeur réelle de la société.
Donc, la loi Pacte a fait un premier pas, hein, qui, à mon sens, n'est pas totalement suffisant, mais a prévu la possibilité quand même d'appliquer une décote sur la valeur du dernier tour de table, soit si on arrive à justifier qu'il y a une perte de valeur économique de l'action depuis la dernière augmentation de capital, ce qui n'est pas toujours évident, soit si les actions souscrites en exercice des BSPCE ne sont pas les mêmes que les actions souscrites par les investisseurs. Typiquement, quand vous faites une augmentation en early ou en série A, le plus souvent, les investisseurs vont demander à se voir attribuer des ADP. Les ADP, c'est des actions de préférence, c'est-à-dire des actions qui ont des droits souvent préférentiels par rapport aux autres classes d'actions qui sont les actions ordinaires. Et généralement, les BSPCE donnent droit de souscrire des actions ordinaires. Donc, on peut estimer qu'une action ordinaire vaut toujours moins qu'une action de préférence. D'accord ? Mais on ne va pas pouvoir aller très loin non plus dans la décote, quoi, hein. C'est-à-dire que en pratique, généralement, on retient une décote entre 10 et 20% en fonction des droits d'une action ordinaire par rapport à une ADP. Okay. Alors, après, je vous donnerai quelques conseils de bonnes pratiques. Le coût, alors c'est une opération avantageuse tant pour l'entreprise que pour le salarié. Tout d'abord, pour l'entreprise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'attribution des BSPCE est gratuite pour la société. Alors, hormis bien sûr les honoraires de l'avocat qui met en place les BSPCE, mais en dehors de ça, il n'y a pas de coût et effectivement, il n'y a notamment aucune charge fiscale ni contribution patronale. Pour mémoire, lorsque vous mettez en place un plan d'AGA, les AGA sont également gratuites pour le salarié, mais vous avez quand même un coût de 20% de la valeur des AGA qui partent en contribution patronale. Alors, la loi prévoit un certain nombre de cas dans lesquels la contribution patronale ne s'applique pas. Et ça, il faut vraiment regarder en détail parce que c'est une liste à la Prévert, hein. Donc, si vous manquez une des conditions, votre plan d'AGA, il sera de toute façon imposé à 20% de contribution patronale, hein, au jour de la livraison des AGA. Alors, on dit qu'il n'y a pas de coût, c'est vrai et faux en même temps parce qu'attention, il y a quand même un effet dilutif. C'est un coût indirect pour les associés présents dans le capital social au jour de l'attribution, puisqu'effectivement, si on fait un plan de 5% post-monnaie, effectivement, les associés qui étaient à 100% retombent à 95%. Donc, il y a un effet dilutif qu'il faut quand même, dont il faut tenir compte, hein, dans le coût. Pour le salarié, donc il y a, comme on l'a vu, aucun coût lors de l'attribution, puisque les BSPCE sont attribués gratuitement. Il y a effectivement une fiscalité avantageuse sur la plus-value réalisée lors de la cession des actions souscrites en exercice des BSPCE. L'avantage des BSPCE, c'est que le jour, comme vous le savez, il y a 3 temps. D'abord, il y a l'attribution, ensuite l'exercice, et après, la revente des actions souscrites en exercice des BSPCE. La fiscalité ne s'applique qu'au jour de la revente des actions. C'est-à-dire qu'au jour de l'exercice des BSPCE, le salarié, quelque part, il réalise une plus-value latente, et cette plus-value latente n'est pas imposée. Donc, le jour, si tout se passe bien, il y a un événement de liquidité qui survient. Le salarié va matérialiser sa plus-value, et cette plus-value va être imposée à la flat tax, donc à 30%, si le salarié est présent dans l'entreprise depuis plus de 3 ans. Par contre, si malheureusement il est présent dans l'effectif salarié depuis moins de 3 ans, il passe quand même un petit peu la casserole, puisque la plus-value est quand même imposée au taux de 47,2%. Alors, la plus-value, ce n'est pas sur la totalité du prix de cession. Une plus-value, c'est une assiette qui se détermine comme le prix de vente des actions moins le prix de souscription. Donc, c'est le prix que le salarié a payé, c'est le prix d'exercice des bons, hein. Donc, c'est le prix que le salarié a payé pour pouvoir accéder à ces actions. Alors, il existe quand même quelques contraintes. Alors ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est que les BSPCE, juridiquement, c'est une valeur mobilière donnant accès au capital. Et de ce fait, c'est comme un BSA, comme une action gratuite, comme une stock option. Le Code de commerce prévoit quand même un certain nombre de protections pour ce qu'on appelle les porteurs de VMAC, hein, pour valeur mobilière donnant accès au capital. Par exemple, à compter de l'émission de BSPCE,
la société ne peut pas modifier sa forme ou son objet, ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, ni créer des actions de préférence entraînant une telle modification, un tel amortissement. L'idée, en fait, du législateur, c'est de protéger les porteurs de bons ou de valeurs mobilières donnant un accès capital sur le côté, quelques temps avant l'exercice des bons, on va répartir de manière inégalitaire les bénéfices pour spolier quelque part les porteurs de VMAC. Okay. Toutefois, bien entendu, ces autorisations, les modifications sont possibles, mais sur une autorisation de l'Assemblée générale des titulaires de VMAC. C'est une assemblée spéciale, d'accord, qui se tient, où seuls peuvent voter les titulaires des bons. D'accord. Ce qu'il faut retenir, ce qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez d'ores et déjà, dans le règlement du plan, le salarié peut autoriser la société à modifier sa forme ou son objet. C'est ce que prévoit le Code de commerce, c'est les seules tolérances, quoi. Ça, c'est clairement une clause de style dans les règlements de plan où on dit que le titulaire autorise d'ores et déjà la société par avance à modifier sa forme et son objet. Alors, quelques conseils sur les bonnes pratiques. Tout d'abord, c'est quand même de limiter la taille de l'enveloppe du plan de BSPCE. Généralement, ce qu'on trouve, c'est entre 5 et 10%. Et on limite généralement, notamment en raison de son effet dilutif, qui a un impact quand même certain. Ensuite, pour la détermination du prix, ce qu'on conseille généralement, c'est comme de retenir une valeur de marché. Si on veut vraiment prendre aucun risque, même si on est à plus de 6 mois, de plus en plus la pratique conseille de retenir quand même la valeur du dernier tour. Et donc l'idée, c'est que comme on va devoir faire payer le salarié quand même un vrai prix, la contrepartie, c'est qu'on va lui permettre une durée d'exercice beaucoup plus longue, c'est-à-dire on peut même aller jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire que le calendrier, il y a un vesting sur 3 à 5 ans. Donc, au bout de 5 ans, le salarié a acquis les BSPCE et il a encore 5 ans pour pouvoir les exercer. Et il va notamment les exercer, plus la valeur, le prix de souscription est élevé, plus il aura tendance à ne pas les exercer et à attendre un événement de liquidité. L'événement de liquidité, c'est la revente de la société, pour exercer ses bons un instant de raison avant la revente et afin de bénéficier de la plus-value. C'est-à-dire qu'imaginons, s'il souscrit, il peut vendre ses BSPCE pour 50 000. Le plan de BSPCE lui permet de les acquérir pour 20 000. On les achète pour 20 000 et moins d'un mois après, il les revend pour 50. Donc, il empoche 30 000 € de plus-value. OK. Ce qui est important également en bonne pratique, c'est de conditionner l'exercice du BSPCE à la présence effective du salarié dans l'entreprise. L'idée, c'est si le salarié quitte l'entreprise, il ne peut plus. Alors, la solution la plus hard, c'est s'il quitte la société, il ne peut plus exercer ses bons. D'accord. La solution la moins hard, c'est quand même de lui donner un certain délai qui peut être de 30 à 90 jours à compter de son départ pour pouvoir exercer ses bons, et notamment les bons qui auront été vestés. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un vesting sur 5 ans, que ça fait 3 ans qu'il est dans l'effectif, il a, on va dire, 3/5 des bons ont été vestés. Il quitte l'entreprise pour différentes raisons, hormis le cas, par exemple, de licenciement pour faute ou faute grave ou lourde. À ce moment-là, on lui offre la possibilité d'exercer ses bons dans les 30, au maximum dans les 90 jours ou 30 jours à compter de son départ. L'idée, c'est qu'il faut quand même cadrer ça, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des gens peut-être que vous ne verrez plus jamais et qui seront continués à porter des BSPCE, ce qui peut poser une difficulté, notamment le jour de la revente de la société. OK. Et alors, ce qui est aussi également important, c'est de conditionner l'exercice du BSPCE à l'adhésion du salarié à un pacte d'associés, si vous avez un pacte d'associés existant. De plus en plus, on fait également ce qu'on appelle la pratique du mini-pacte d'associés. C'est-à-dire que on n'a pas forcément envie que les salariés aient connaissance du pacte qui régit le pacte d'associés, qui régit les relations entre les fondateurs et les investisseurs. Donc, dans ces cas-là, on prévoit un mini-pacte qui sera uniquement conclu, par exemple, entre les fondateurs ou entre la société et les porteurs des bons, à laquelle effectivement les différents titulaires de BSPCE vont adhérer dans le temps, et qui va prévoir les règles essentielles, notamment, à quoi je pense, c'est un droit de préemption, c'est-à-dire que là, on se situe où le porteur des BSPCE les a exercés et est devenu associé. D'accord. L'idée, c'est qu'il ne puisse pas non plus faire n'importe quoi avec ses actions, notamment les vendre à un tiers, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on va encadrer ça dans le pacte ou dans le mini-pacte via un droit de préemption, c'est-à-dire que s'il veut céder ses actions, il doit en priorité les proposer aux fondateurs
ou par exemple à la société, d'accord. Et également ce qu'on appelle l'obligation de sortie conjointe. C'est-à-dire que si demain il y a un événement de liquidité, où vous avez un acquéreur qui est prêt à mettre un gros chèque sur la table pour 100% du capital de la start-up, il serait quand même dommageable si un petit porteur qui a peut-être 0,5% du capital puisse bloquer une vente parce qu'il n'est pas lié par une obligation de cession conjointe. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je remercie French Tech Strasbourg pour m'avoir permis l'occasion de participer à cette soirée. Voilà. Hop. Et vous retrouverez là mes coordonnées. Donc, bien sûr, je suis à votre disposition. Soit vous avez mon adresse email, le plus simple, soit vous avez également mon téléphone fixe ou mon portable pour me joindre. Merci Pierrick, c'est nickel, nickel. En tout cas, c'est une belle présentation qui déjà dresse un beau panorama. Alors, juste avant qu'on enchaîne sur les retours du terrain, est-ce qu'il y a des questions, notamment, est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas compris? Parce qu'il y a peut-être parfois, quand on connaît un peu le système, il y a plein de mots, on les maîtrise, mais alors quand on est un peu plus débutant sur le sujet, il peut y avoir des choses compliquées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions un peu juridiques, sans rentrer encore dans le BSPCE lui-même, mais s'il y a des notions juste qui étaient compliquées et qu'il faut expliciter une fois. Oui, juste une question. Moi, c'était plus parce que concrètement, de ce que j'entends, c'est quand même quelque chose d'hyper technique, donc pas forcément. Surtout il peut, comme vous avez expliqué, avoir des problèmes. Donc autant faire appel à un professionnel. Mais à quel tarif en fait? Moi, c'était surtout ça qui pouvait m'intéresser, c'est de savoir c'est combien à peu près pour pouvoir mettre en place une stratégie pour pouvoir l'intégrer à un futur business plan, quoi. Ça, c'est vraiment au niveau tarif, ça, c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que le tarif des BSPCE, ça dépend de la complexité, des conditions que vous voulez mettre dans votre plan, le nombre de bénéficiaires du BSPCE. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, un comité stratégique avec des investisseurs qu'il faudra quand même consulter en amont de l'attribution, etc. Donc ça, c'est compliqué de vous dire, ce n'est pas un forfait en tant que tel. Alors, moi, quand je travaille là-dessus, par contre, je forfaitarialise, mais pour vous donner un forfait en amont, effectivement, il faut que je vois la situation, quoi. Si c'est un plan au profit de 2 personnes, avec absence de comité stratégique, avec un dirigeant associé unique, c'est forcément beaucoup moins cher que si vous êtes déjà dans une série A, avec un plan destiné à plusieurs salariés, avec des conditions de vesting plus particulières, etc. Alors, si on donne une fourchette en milliers d'euros, c'est quoi? C'est quelque chose entre 2000 et 7000? C'est quoi? Ouais, je dirais ça peut. Ouais, 7000, c'est déjà la fourchette haute. Effectivement, c'est une bonne fourchette. Ouais, entre 2000. Alors, 7000, c'est vraiment des plans il faut être massifs. perché. OK. Donc, plutôt, ouais, la pratique, ça va être effectivement entre. Ouais, fourchette haute, ça va être 5000, on va dire. Dans la plupart des cas, mais c'est déjà fourchette haute. OK. Alors, juste, je vois dans le chat s'il n'y avait pas différence AGA et BSPCE. Là, c'est plus technique, donc je laisse encore pour Pierrick. Ouais, alors les AGA, c'est les attributions gratuites d'actions. Donc, en fait, c'est un mécanisme un peu différent. Il y a plus de sociétés qui sont éligibles, et notamment, il n'y a pas cette règle des 15 ans. Donc, souvent, les AGA, on les voit dans des sociétés un peu plus matures. D'accord. Les AGA, en fait, on va attribuer gratuitement d'ores et déjà des actions. D'accord. On va distinguer, il y a 2 périodes. Il y a une période d'acquisition qui peut être par exemple d'1 an, et derrière une période de conservation qui va également être d'une durée par exemple d'1 an. D'accord. Donc c'est un plan qui peut être sur 2 ans, mais on peut le mettre sur une période aussi plus longue. Ça, c'est pas une difficulté. On peut également sur un plan d'AGA mettre des conditions d'attribution du plan d'AGA. Ça, il n'y a pas de difficulté. Là où je vois le problème sur les AGA, sur des sociétés relativement jeunes, c'est notamment si on n'entre pas dans la catégorie des exonérations pour des charges patronales. Parce que les charges patronales des 20% vont s'appliquer au jour de l'attribution définitive. Donc, si on a une attribution définitive qui est faite au bout d'1 an, ça veut dire que au bout de 12 mois, il faut quelque part valoriser les AGA sur une valeur de marché de la société. Et là, ça peut coûter quand même un peu d'argent à la société. Et la différence aussi, c'est que les AGA confèrent la qualité d'associé, d'accord,
aux titulaires des agrès, quoi. Donc, c'est-à-dire convoqués aux assemblées générales, etc. Ce qu'on n'a pas forcément avec les BSPCE, où le BSPCE en tant que tel, tant qu'il n'est pas exercé, ne confère pas la qualité d'associé. Donc, vous ne les retrouvez pas dans les consultations, des collectivités, de la collectivité des associés, quoi. Cool. Alors, je propose qu'on avance. De toute façon, s'il y a d'autres questions, on pourrait les poser encore après. Alors, Geoffrey et Emeline, je ne sais pas qui veut commencer à donner un peu ou vous voulez le faire en même temps. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez sentir votre retour d'expérience. Ok, donc déjà, bonsoir à tous. Ravi de partager voilà, un retour d'expérience de chez Physimed. Donc, très rapidement, Physimed, donc, est une société créée en 2017. On est une quinzaine de personnes maintenant et on développe des solutions donc, pour la santé des femmes, mais notamment une sonde de rééducation du périnée pour que les femmes puissent vivre sans fuite urinaire, descente d'organes et autres problèmes tabous et pourtant qui concernent beaucoup de femmes. Ceci dit, voilà, ça c'était la petite présentation Physimed. Pour le sujet BSPCE, donc en fait, globalement, moi je me posais la question depuis quasiment depuis presque la création de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire adhérer en fait les salariés vraiment au développement en fait de l'entreprise et comment est-ce qu'on peut leur donner une place différente que celle qu'on pourrait avoir dans une entreprise plus classique. Et puis, au moment de notre première levée de fonds en 2018, on avait donc discuté avec nos business angels et c'est vrai que c'était quelque chose qui se faisait de façon assez régulière, de mettre un pool en fait, d'actions donc, dans notre pack d'actionnaires en fait, au moment où on a levé. Donc du coup, on avait en fait une partie de notre capital qu'on pouvait donner en BSPCE et au final, entre cette levée qu'on a fait en 2018 et la levée suivante qu'on a fait donc 18 mois plus tard en 2019, finalement en fait on les a pas utilisés. On les avait comme ça, on les avait mis de côté, on s'est dit si on veut vraiment attirer des talents on pourra et au final on les a pas utilisés. Donc en fait déjà, première info, c'est que pas parce qu'on a négocié avec ses actionnaires d'avoir des BSPCE qu'on est obligé de les mettre en place et que ça va être contraignant. Non, nous, pour plein de raisons, ce n'était pas le bon moment. On ne les a pas utilisés. Et du coup, à la deuxième levée, en fait, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'actions données de pool de BSPCE. On a recommencé comme c'était. En gros, les données préalables qu'on a eues, nous, déjà, je vous dis, c'est moins compliqué que ce que je pensais. Au départ, je me suis dit, mais ça va être un casse-tête. Qu'est-ce que c'est que ce là? C'est hyper technique, c'est hyper juridique. Et donc, qui peut nous accompagner là-dessus? Donc, on a été accompagné par un avocat, au même titre que, voilà, comme Pierrick, qui est très, je dirais, pédagogique. En fait, c'est assez important, là, comme Pierrick vient de l'expliquer. En fait, je trouve que c'est très important d'avoir quelqu'un qui peut vous accompagner et vous comprenez facilement. Voilà, à quoi vous allez être obligé ou à quoi, qu'est-ce que c'est au final et quels sont les impacts que vont avoir les BSPCE pour votre société. On a regardé aussi combien on pouvait donner de BSPCE parce que nous, du coup, dans notre pacte d'actionnaires, on avait négocié avec les investisseurs qu'en fait, on avait deux pools. On avait un pool qu'on pouvait donner avant un certain milestone, c'est-à-dire qu'en fait, notre levée de fonds, elle s'est fait en deux vagues en fait. On avait un pool de BSPCE qu'on pouvait utiliser avant le versement en fait, de la deuxième tranche et un après. Donc en fait, du coup, il faut bien calculer son coût pour savoir combien est-ce qu'on en a avant quelle date, est-ce qu'on veut tous les utiliser, sachant que si on ne les utilisait pas tous avant cette date-là, en fait, on les perdait entre guillemets, puisque après le versement de la deuxième tranche, on n'en avait qu'un certain nombre aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de réflexion stratégique, ou en tout cas de réflexion sur ce que vous voulez faire avec ces actions-là. Et on a dû se mettre d'accord sur le format, en fait, avec nos actionnaires. Pierrick a expliqué tout à l'heure tous
les possibilités en fait qu'on a, la période de vesting, alors, le pourcentage que l'on a donné à chacun des collaborateurs, ils n'avaient pas forcément d'avis, ou en tout cas, ils n'avaient pas la responsabilité ou le droit de nous dire non, on ne veut pas en donner à telle et telle personne ou telle et telle répartition. Mais par contre, on s'est mis d'accord avec eux quand même sur est-ce que le vesting qu'on pensait était adapté. On a regardé aussi quelle était la période que l'on voulait mettre en place, justement, si un salarié part, au bout de combien de temps il a pour finalement donc, acheter, on dit exercer ces BSPCE. Donc voilà, il y a pas mal de points où on s'est mis d'accord avec nos actionnaires et j'ai dit pensez à les utiliser parce que comme je vous disais, nous, la première version, on a presque pas oublié, mais enfin, en tout cas, c'est pas le moment, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. En fait, c'est dommage qu'on l'ait pas mis en place, mais on avait d'autres choses à faire. Et puis, en gros, quelles questions on a eues chez nous? Qui peut bénéficier des BSPCE? Donc ça, c'est comme disait Pierrick, c'est chaque entrepreneur, chaque entreprise et chaque entrepreneur a sa vision. Chez nous, en tout cas chez Physimed, toutes les personnes en CDI ont des BSPCE parce que, en tout cas, nous, on considère que chacun, s'il est chez Physimed pendant une période longue, apporte en tout cas une vraie valeur et apporte quelque chose pour faire grandir la société. Après, ça, c'est complètement le choix des dirigeants. Ça dépend aussi le nombre de personnes qu'il y a dans votre société, parce qu'à un moment donné, si vous en avez déjà un certain nombre, peut-être qu'il faut faire des choix aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très lié à chacun. Et puis après, quelle répartition? Alors nous, on s'est posé la question, comment on répartit et sur quels critères? Donc, on peut avoir tous les critères possibles. Vous pouvez les communiquer à votre équipe ou pas. Nous, on a communiqué en fait sur la manière dont on avait voulu, en tout cas, répartir ça. Il y a des critères d'ancienneté parce qu'on a considéré que les personnes qui étaient venues au tout début dans la société, en fait, ils ne savaient pas combien de temps concrètement ça allait peut-être durer ou pas. Ça aurait pu, l'aventure Physimed aurait pu s'arrêter peut-être quelques mois après leur arrivée. Donc, on considère que c'est un certain risque. Que les étapes passées aussi, c'est en partie grâce à eux. Donc, il y a une partie d'ancienneté, il y a une partie en fait aussi liée au poste en fait, ou en tout cas aux tâches, aux cadres, aux responsabilités qui sont données à l'employé. Donc nous, on s'est fait un tableau qu'on a entre associés, on s'est dit, on pense que c'est relativement juste. Et puis, bien sûr, il faut penser pour ceux qui vont arriver après, penser que le critère d'ancienneté, en fait, il faut le penser un peu plus loin parce que sinon, celui qui arrive dans l'année prochaine ou celui qui arrive dans 3 ans, il faut quand même que celui qui arrive l'année prochaine ait quand même plus d'ancienneté que celui qui arrive dans 3 ans. Donc voilà, il faut juste un petit peu penser ça. Nous, on avait décidé aussi qu'on débloquait les BSPCE par année et pas sur objectif. C'est hyper compliqué sur objectif. On a trouvé, en tout cas, nous, on n'avait pas d'éléments vraiment tangibles pour définir des vrais objectifs. Donc, ça a été assez clair. On l'a fait par année avec un vesting de 4 ans. Donc, il y avait ça tourne entre 3 et 5 ans. Je crois que c'est ça que tu confirmais, Pierre, tout à l'heure. C'est paraîtrait-il ce qui se fait le plus souvent, 4 ans. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a été conseillés. Et par contre, c'est vraiment hyper important, et ça, en fait, je pense que c'est peut-être le critère le plus important de toute cette mise en place, c'est la communication à l'équipe et ce que vous leur dites. Parce qu'en fait, c'est hyper technique. Nous, on est arrivé, en fait, on leur a donné on a fait venir, en fait, notre avocat chez nous pour qu'il explique concrètement ce que c'était, qu'est-ce que ça allait faire, à quoi ils avaient droit, parce qu'ils ont quand même dû lire un petit document de, je sais pas, il y a 7 ou 8 pages, du coup, avec un langage hyper compliqué quand on n'est pas dans le secteur juridique. Et du coup, ils sont arrivés en disant, mais on ne comprend rien, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont arrivés un peu affolés. Et en fait, donc, du coup, l'importance vraiment du coup, de vous, du coup, de l'avocat, c'est de bien comprendre en fait le concept, le process. Quand ils sont sortis de la réunion, ils étaient contents, c'était super, et que en fait c'était très simple, et ils ont compris que c'était un droit, que ça leur coûtait rien, que c'était que du positif, que c'était vraiment
que des choses, voilà, que des points vraiment positifs, parce que certains ne comprennent pas forcément, ils se disent, en fait, il y a des loups là-dessous. Non, du tout. Je ne sais pas, Marine peut-être fera son retour, mais en tout cas, nous, le retour qu'on en a eu est assez voilà, positif sur la mise en place. Donc, je crois que j'en avais fini. Ah oui, si, on s'est posé aussi la question, mais si un salarié quitte l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est assez simple, comme Pierrick l'a dit. De toute façon, soit il exerce en quelques jours après, ça dépend de la valeur de l'action au moment où vous l'avez donnée, mais si elle a un certain prix, souvent ça représente des sommes assez importantes. Donc, où on a un peu d'argent de côté et on peut le faire, ou alors le salarié se dit, bon, ben voilà, moi je passe un peu à autre chose, ou j'ai un nouveau projet, bon, ben c'est pas grave, mais j'avais le droit à ces actions-là, bon, ben j'y renonce. Donc, en fait, avec un peu de bon sens, je pense que ce n'est pas franchement un problème, en fait, de cette question. Et puis, bon, là, Virik a répondu tout à l'heure, s'il ne veut pas vendre ses actions en cas d'acquisition, bon, en fait, si, parce que le mini-pacte que vous avez contractualisé avec lui au moment du droit d'attribution, et bien, en fait, il doit suivre si tout le monde va dans le même sens. Donc, au final, je dirais que, voilà, pour résumer, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est, je pense, hyper positif pour l'entreprise. Par contre, il faut hyper bien communiquer parce que c'est hyper technique. Voilà, moi, j'avais fait le choix que ce soit l'avocat qui prenne la parole sur ce sujet parce que même si en tant qu'entrepreneur, on comprend bien le principe quand on nous l'a expliqué, c'est pas forcément évident de répondre à toutes les questions qui sont posées le jour où les personnes les reçoivent. Donc voilà, mais je pense que voilà, c'était facile, c'était pas trop cher au final, comme dit Pierrick, ça reste, nous on avait un cas assez simple au final et je m'attendais aussi, je me suis dit oh là là, en plus ça va être des coûts, etc. Non, au final c'est pas... Combien En plus, je ne vais même pas te dire exactement parce que nous on a un forfait global sur l'année avec notre cabinet d'avocats où on peut l'appeler tout le temps et les BSPCE en faisaient partie. Donc voilà, quand je vous dis 7 ou 8 pages, je ne sais pas, Pierrick, moi j'ai eu l'impression en tout cas que c'était assez classique ce qui était écrit dedans, donc c'était pas très compliqué pour l'avocat d'expliquer. Enfin, voilà. Donc non, pour nous ça a été facile et un bon outil, je pense, pour faire adhérer les employés, les salariés au projet. Et je suis contente, franchement, de pouvoir le faire. Et je suis contente aussi que les personnes puissent avoir des parts de Physimel, parce que je me dis toujours que si on croit et qu'on gagne de la valeur, c'est bien parce qu'on est une équipe. Voilà, un peu mon retour d'expérience. Alors, de l'autre côté, on a Geoffrey qui dit qu'il y a des versions plus classiques où ça ne fait pas 7 ou 8 pages. Okay. Vas-y, Geoffrey, raconte-nous comment le tien tient en 2 pages. Il faut bosser avec Pierrick, hein, définitivement. Bah, voilà. Et il faut voter pour moi aux élections du board FTS aussi. Bon, bravo. Donc, Geoffrey Kretz, cofondateur de la Startup Quit, qui aide les gens à lutter contre les addictions et plus particulièrement le sevrage tabagique. Voilà, j'ai fait ma promo. Et donc, chez nous, donc un peu pareil que Meline, première levée 2018, on avait un pool de BSPCE. À ce moment-là, on n'avait pas de gens en CDI, donc ils ont un peu traîné. Ils étaient utilisables pendant 2 ans. Et du coup, on arrivait au bout et là, on commençait à avoir Marine et une autre personne en CDI. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de leur en proposer. Parce que pour moi, c'est important, effectivement, pour la fidélisation et que je n'ai pas retrouvé les slides, je cherchais, j'avais vu un slide dans un pitch deck, je crois que c'était Airbnb, qui prévenait les investisseurs en disant, nous, on émettra beaucoup de stock options. Si vous n'êtes pas content, venez pas investir chez nous parce qu'on est convaincu que c'est en partageant toute la valeur avec tous les membres de l'équipe que l'équipe sera mobilisée, alignée et qu'elle va tout donner pour déchirer. Donc, c'était un peu une mentalité qu'on a chez Quit. Et du coup, là, on a refait une levée il n'y a pas longtemps et on a remis un pool de BSPCE. Et du coup, maintenant, on va l'inclure dans le process RH. Et donc, chez nous, ce n'est pas tout de suite. C'est si les gens sont au moins 1 an chez nous, ils se feront proposer des BSPCE. En gros, quoi, qui sont, je crois que celle de Marine était vestable au bout de 3 ans. Enfin, elle a eu la moitié tout de suite et l'autre moitié si elle restait au moins 3 ans. Et puis, on fera peut-être un modèle similaire sur les prochains. Et donc, un peu, en gros, c'est ça. Donc, je n'ai pas plus de retour d'expérience, à part que pour moi, c'est
Ça me paraît très important. Ce n'était pas très compliqué à mettre en place. Alors, le tarif, je ne sais plus, puisque pareil, ça faisait partie du package. On fait une AG OA pour la levée de fonds. Donc, c'était dedans. Hein. Je pense que j'ai payé même moins cher que ce qui a été annoncé. Ou je ne sais pas où ça a été transparent. Quoi. Il y avait des frais d'avocat. C'était dedans. Ouais, tu aurais dû facturer plus. Mais globalement, et puis, je n'ai pas eu besoin d'expliquer aux salariés. Par contre, je pense qu'eux-mêmes se sont renseignés sur le truc. Et j'ai juste dit, voilà, c'est des actions. Elles sont gratuites. Elles ne te coûtent rien. Et si on vend un jour, tu pourras t'acheter un appartement ou une voiture. Et voilà, en gros, c'était ça. Et puis, je pense que ça a été assez bien pris. On n'a pas encore communiqué plus que ça avec les salariés, puisqu'aujourd'hui, on attend que tous les autres CDI soient là depuis plus d'un an. Et on a quand même, donc j'en ai proposé à 2 salariés chez moi. Il y en a une des 2 qui les a refusés. Donc, c'est une chercheuse qui est chez nous et qui a dit, si maintenant je les accepte, alors aujourd'hui, je suis salarié chez Quit, je fais des études scientifiques, mais si en plus je suis au capital, mes études, elles auront moins de valeur pour vous, donc je les refuse. Ce que j'ai trouvé plutôt cool. Et donc, si un jour on vend, elle aura des stock options des BSPCE de force et elle devra les accepter. le pistolet sur la tempe. Mais voilà, donc globalement, je n'ai pas plus de reconnaissance que ça, à part que je pense que c'est très important, qu'il faut quand même le réfléchir et pas non plus. Enfin voilà. Moi, le donner tout de suite, ça fait quand même un peu peur parce que si là, au bout de 3 semaines, la personne n'est pas bonne, tu la licencies et tu te retrouves avec des bons que tu as donnés et que tu voulais peut-être pas donner. Mais en tout cas, ouais, faut pas voir ça comme une perte de contrôle ou une perte de capital. Il faut voir ça comme un gain pour l'entreprise qui finalement devient plus riche et plus riche de ses salariés qui vont du coup bosser encore plus. Et puis et voilà, donc pour le super outil d'alignement, un peu comme les OKR, quoi. Donc OKR BSPCE, c'est une équipe alignée à coup sûr. On aime les meet-up avec des acronymes chelous. Alors, du coup, alors, il n'y a pas eu d'explication du coup chez Quit. Alors, est-ce que Marine peut nous dire qu'est-ce qu'elle en a compris? Bonjour. Donc oui, moi je suis arrivée chez Quit en septembre 2018 et j'ai bénéficié des BSPCE en octobre-novembre 2019, je pense. Et effectivement, Geoffrey, il a expliqué ça assez simplement. Et ce qui était, je pense, le principal à comprendre, c'est que c'était du win-win en fait. C'est que nous, ça nous coûtait rien et on pouvait gagner beaucoup. Et en même temps, c'est une belle marque de confiance et c'est une belle valorisation du travail accompli. Et ça crée de la reconnaissance. La reconnaissance crée de la motivation et de l'implication. Et du coup, c'est un cercle vertueux en fait. D'une manière ou d'une autre, on a envie de rendre cette confiance et donc on participe encore davantage au développement de l'entreprise. Donc non, franchement, c'était une belle surprise. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis renseignée après en plus de ce que Geoffrey m'avait dit. Et après, ça a été très rapide et je suis ravie. Alors, question, juste Geoffrey, pour qu'on soit clair, parce que Emeline l'a dit très clairement, toi, c'est tous les salariés qui vont être, ou c'est seulement certains? C'est quoi la philosophie? Techniquement, tous ceux qui sont en CDI au moins depuis 1 an chez nous, il n'y a pas de raison. Mais après, comme dit, pas le même montant et ça dépendra de la seniorité, du C-level, enfin du niveau dans le. Et s'il y a certains qu'on peut se remettre sur notre gueule, je te promets, je ne m'en priverai pas, quoi, mais il faut quand même dans ce cas-là, il faut qu'on justifie aussi. Parce que quand même, au final, on a quand même pour les attribuer, si on les attribue aux salariés, je crois que le board, le comité stratégique n'a pas à donner sa décision, mais si on veut s'en donner aux fondateurs, il faut quand même qu'on passe valider par le comité stratégique. Car on peut aussi en distribuer aux fondateurs. Oui, alors donc aussi, ce qui n'a pas été dit, c'est que le BSPCE, c'est aussi un moyen de dilution qui est mis des fois en place avec certains fonds, peut-être sur des levées plus élevées ou par la suite, qui permet en gros, en fonction, si tu atteins certains objectifs de CA ou de croissance pour ta boîte, les investisseurs t'autorisent en fait à te relever. Donc, c'est aussi un moyen de négo finalement sur une valo en disant OK, j'accepte une valo plus basse et du coup te diluer plus. Mais si, comme je vous ai dit, j'atteindrai tant et tant de CA au bout d'1 an ou tout ça, tu peux du coup te réattribuer des BSPCE. Et ça peut être abordé, je crois, dans le truc. Et ça, c'est aussi de prendre en compte comme un outil de négo au moment de la valorisation. Enfin, du négo de la valo qui est souvent finalement un des points les plus pénibles d'une négo dans une levée de fonds. Si je peux rebondir sur ce que dit Geoffrey, il y a des fonds qui disent en gros les BSPCE, ce n'est pas pour les mandataires, ou alors c'est pour les mandataires, mais uniquement sous condition d'objectif, dans le cas d'une religion, si vraiment la société décolle, quoi. Mais effectivement, souvent, une position un peu de principe qui peut paraître des fois un peu bête, c'est de dire, non, les fondateurs, vous avez déjà votre capital, il
il n'y a pas de raison à ce que vous repreniez, vous puissiez, il y a le mécanisme des BSPCE, vous reluez. Donc effectivement, généralement dans la négo, à ce moment-là, il faut dire, OK, on peut se reluer, mais sous réserve qu'on atteigne bien sûr des objectifs par rapport soit au BP qui est annexé au pacte d'associés ou des objectifs qu'on détermine. Robert nous demande, c'est quoi le bon timing? C'est avant la levée, après la levée, à quel moment? Est-ce qu'on arrive à faire un plan de BSPCE et à relever derrière? Et là, c'est là que ça pose problème parce que les gens ne sont pas contents. Ou est-ce qu'il faut mieux, du coup, s'il y a une levée qui est prévue, attendre que la levée soit faite et la négocier à ce moment-là? Alors, généralement, si on fait, moi je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon timing, ça dépend vraiment de la société, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous faites l'émission d'un plan de BSPCE avant une levée, un investisseur, dans le cadre d'une levée de fonds, il raisonne toujours sur une table de capitalisation fully diluted, donc entièrement diluée. C'est-à-dire que l'investisseur, il va tenir compte des valeurs mobilières donnant accès au capital, type les BSPCE, les BSA, ou des BSAR, ou des actions gratuites, dans sa table de capitalisation, même s'ils ne sont pas encore exercés. Donc, si vous avez d'ores et déjà un pool de BSPCE de 5 ou 10% qui est mis en place avant la levée, l'investisseur, il va en tenir compte et il va partir de l'hypothèse que ces bons seront entièrement exercés. Sauf si, bien entendu, entre-temps, certains BSPCE ont été attribués à des salariés qui sont partis et à la lecture du règlement de plan, on voit qu'ils ne peuvent pas les exercer, qu'ils sont devenus caducs. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus faire l'entourloupe au fond en disant je fais un premier plan avant la levée, on raisonne sur une table de capi non diluée et on remet après derrière un plan. Très honnêtement, généralement, la plupart du temps, on négocie le pool de BSPCE au moment de la levée. Sauf si la société n'a pas besoin de lever de fonds et qu'à ce moment-là, elle est dans une optique où elle veut intéresser les salariés. Et voilà, il n'y a pas vraiment de règle de base qu'il faut retenir, c'est si avant la levée, vous avez mis en place un plan, il en sera tenu compte dans la table de capitalisation. Et tiens, Pierrick, imaginons que tu n'as pas besoin de lever, tu ne lèves jamais et tu émets des BSPCE. Du coup, la valo, comment tu estimes la valeur de ta boîte? Là, il faut quelque part estimer la valeur de la société. Alors, si vous voulez vraiment faire les choses pour vous baquer, vous pouvez demander à un expert comptable de vous faire une évaluation de la société. En tout état de cause, sur une start-up, vous allez rester sur une valeur assez faible. Puisque si on prend un évaluateur, il va prendre des règles, on va dire, totalement standards dans l'économie classique. EBITDA fois 3. Coefficient de résultat net. Donc effectivement, vous n'allez pas grimper au plafond sur les valos. En tout cas, souvent, si on fait une valo classique type par le BE, vous n'allez pas du tout approcher la valo pré-monnaie que vous allez négocier en cas d'une levée de fonds. On a Nicolas qui nous demande du coup s'il n'y a pas de levée, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire des actions gratuites? Parce qu'il n'y a pas de valo, je pense, justement. Il n'y a pas forcément, là, je ne vois pas le lien. Là où je suis plus réticent sur les actions gratuites, c'est toujours le côté cotisation patronale qu'on ne retrouve pas comme coût pour la société dans le cadre des BSPCE. Généralement, là où on met des AGA, c'est quand on est une société déjà un peu plus mature, puisqu'on n'a notamment pas le problème des 15 ans. Et souvent, les AGA, et c'est pour ça que le régime fiscal a été plusieurs fois remanié, parce qu'elle a été détournée un peu de ses fonctions, notamment pour l'attribuer à des dirigeants dans les grands groupes, les AGA. Parce qu'ils ont dit, le dirigeant va se reluer, on fera prendre en charge les cotisations patronales par la boîte, et moi derrière, en tant que dirigeant, je conclus un plan de rachat de mes AGA au moment de mon départ de l'entreprise. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de lien entre les BSPCE et les AGA par rapport à une éventuelle levée. Sinon, en attendant, Wilfried, est-ce que tu as déjà vu des entreprises ESS faire des opérations de BSPCE à plus de 10%? Moi, généralement, les plans que je vois, ils sont capés à 10. Plus de 10%. Après, rien n'empêche d'aller à plus de 10. Ce n'est pas un problème. Après, il y a une pratique qui est entre 5 et 10, voire 15, si on est sur un moment des séries B en termes de levée. Mais c'est rarement beaucoup plus, mais rien n'interdit. Ce qu'il faut tenir compte quand même, c'est qu'il y a un effet dilutif. Donc, il y a un moment, ce sera en moins pour les fondateurs en cas de revente de la boîte. Yann demande si on peut être plus précis sur les chiffres. Alors, est-ce que quelqu'un veut détailler un peu plus son plan de BSPCE? Ça donne quoi comme pourcentage dans les mains des salariés? Marine soit OK, après.
c'est pas secret, quoi. Mais... Marine, est-ce que c'est public? Ouais, complètement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Elle est cool. Merci. Donc, quand on lui a attribué, ça représentait 1,5%. Et par contre, les prochains poules, on ne sera pas forcément aussi généreux avec tout le monde, quoi. Ce sera plutôt, j'imagine, du 0,5 ou du 0,4 ou du 0,3. Mais si c'est tous les ans, finalement, ça s'ajoute aussi, quoi. L'idée, c'est qu'il faut mieux donner un peu tous les ans pour continuer à motiver et garder les gens dans la durée que d'essayer de trop donner. Là, c'était particulier puisque sinon, ils étaient expirés et qu'on était vraiment très, très, très content du travail de Marine. Donc, ça, c'était largement mérité. Mais pour la suite, voilà, ce sera plutôt, comme il y en a plus, c'est plus difficile de donner autant, quoi. Donc, on ne pourra plus donner à coup d'un et demi. Et sauf si, effectivement, il y a un C-level qui vient, qu'on veut recruter. Et puis, ça sert aussi à ça, en fait. Ça peut aussi servir pour, dans un management package, on veut recruter une superstar d'un domaine, donc on n'arrive pas à trouver. La meilleure façon de faire, c'est de lui garantir un pool suffisant de BSPCE, quoi. Ça aussi, il faut aussi rappeler que ça peut être utilisé pas seulement pour fidéliser, mais aussi pour recruter. Et le pool représente combien, si tu peux le dire? 5% chez nous. On a eu 2 fois 5. Le premier, on a donné 1,5. Enfin, on aurait donné 3, mais on n'a pas voulu. Ouais. Et le deuxième, on a 5 de nouveau. Sachant que ça peut se négocier pour prochaine AG, l'année prochaine, avec les réunions de board et tout ça, on peut remettre en discussion le fait de remettre des BSPCE, quoi. Ça peut être un truc que tu peux renégocier tous les ans avec tes actionnaires, quoi. Et si tu n'as pas d'actionnaire… Pour donner aussi 2 fois à des mêmes personnes. Si jamais tu penses au bout de 4 ans que des personnes méritent plus, etc., tu lui redonnes. Nous, comme on a 2 poules, normalement, le premier pool, on l'a réservé que pour les collaborateurs déjà présents. Le deuxième, il y aura une petite partie qui sera peut-être pour les nouveaux collaborateurs, mais une grosse partie plutôt si on a besoin pour attirer des talents. Mais on pense aussi qu'il y a peut-être une partie qui reviendra à des gens qui finalement ont déjà eu, mais bon, pour X raisons… ça pourrait être augmenté, quoi. Alors j'ai un exemple, moi, du coup je vais chercher mon fichier. Chez Epopia, on avait fait aussi avec la levée de fonds un plan de 5% de BSPCE. On l'avait aussi réparti comme vous, ancienneté et on va dire niveau hiérarchique. Enfin, l'objectif c'était que les C-level arrivent vers les 1%, sachant qu'il y avait déjà des actions qui avaient été vendues par avant aux salariés, donc on ne partait pas de zéro. Et du coup, on se retrouve, on était une vingtaine à ce moment-là. Donc, c'est sûr que tout de suite, ça ne peut pas faire des gros pourcentages de capital. Et on a du coup des gens qui vont de 1% à, pour les plus anciens. Donc, nous, quand on était ancienneté, c'était avant Product Market Fit, à post-Product Market Fit, avant levée, après levée. Donc, c'est le niveau de risque à l'entrée. Et effectivement, ça allait de 1%. Après, ça descendait à 0,33% d'action, puis à 0,10%. Et pour ceux qui étaient arrivés post-levée, on était à 0,05. Comment tu fais tes actions, elles valent 1 centime? Parce que alors non, le prix de l'action était assez cher là pour le coup. Mais tu peux donner moins d'une action? Parce que si une action… C'est le pourcentage de capital, ce que je dis là. C'est le pourcentage de capital. Mais le BSPC, c'est des actions. Donc quelque part, il fallait que tu aies assez d'actions pour qu'une action vale 0,3 en fait. Mais une fois que tu as le plan où tu veux donner 0,1, je pense que tu as recalculé dans l'autre sens pour que tu aies le nombre d'actions qui collent, quoi. Sinon, oui, alors le nombre d'actions, je ne l'ai pas noté parce que je ne me le suis pas noté. Au moment où tu fais tous les papiers de BSPCE, je pense que c'est là que tu dis ok, je veux donner 0,1, donc il me faut tant d'actions. Oui, c'est-à-dire que tu passes par une autre étape qui est transformer tes actions en actions qui valent moins cher et chacun en a à la place de 1, on en a 10. Quoi. Ouais, c'est la diminution de la valeur nominale. Bon, généralement, la pratique, c'est on fait des actions d'€1. Mais bon. Il y a des boîtes qui disent bon, voilà, c'est psychologique. Quand il y a un capital faible, c'est psychologiquement, le salarié, on lui accorde le droit de souscrire 1000 actions à 1 centime. Voilà, c'est ça. Après, concrètement, moi, si je reprends mon plan, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, ça allait quand même de 3 ou 5 ou 6 000 euros de prix pour les plus bas, et ça montait à 15 ou 25 000 euros pour les plus hauts, ce qui sera le prix du coup. Enfin, c'était la valeur qu'on leur donnait droit à date, et donc c'est ce qu'ils devraient payer plus tard en cas de plus-value s'ils veulent les transformer. Bon, ça après. Il y a une notion qu'on m'avait donnée, c'est quand on fait notre calcul, et ce qu'il pourrait gagner potentiellement, il faudrait qu'il gagne au minimum 6 mois de salaire. Enfin, entre 3 et 6, il disait, voilà, parce que si c'est en dessous de ça, c'est presque pas grand. Enfin, voilà. Donc, tout ce qui, au moins 6, voire plutôt 1 an. Voilà. Donc, après, nous, on a été ça dépend du résultat de la valeur à la sortie qu'on peut pas savoir. C'est clair. Mais du coup,
on a fait notre projection, on a fait le minimum qu'on imagine, le maximum, et puis l'un dans l'autre. Mais en fait, je regarde et je tombe à peu près sur la même répartition, à 1% à peu près aussi pour les personnes qui. Parce qu'il faut se rappeler effectivement que le BSPC, c'est bien joli, tu peux en donner plein, mais si derrière ta boîte à la fin elle vaut rien et que tu la coules, tout le monde est perdant, quoi. Donc, mais bon. Alors, ce qui est intéressant du coup dans le BSPCE, c'est que si ta boîte tu la coules, ça n'a rien coûté à personne. Tant que tu les as pas exercés, le salarié, lui, peut s'amuser à ne convertir qu'au moment où il voit une plus-value. Et donc, s'il n'y a pas de plus-value, il ne convertit jamais. Donc, c'est pour ça que pour le salarié, c'est gagnant-gagnant. Enfin, lui, il gagne dans tous les cas dans ce jeu-là. Du coup, j'ai une question pour Emeline. Le Excel dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé avec les salariés, en fait, pour expliquer combien ça vaut aujourd'hui, combien ils vont les acheter et potentiellement, étant donné les scénarios envisagés dans le futur pour l'entreprise, combien ils pourraient gagner? Ouais, alors nous, on n'a pas partagé l'entièreté de l'Excel avec toutes les lignes de tout le monde, parce qu'après, chacun est libre de dire combien il a de BSPCE, comme à ses collègues s'il le souhaite, etc. Mais en fait, oui, on a pris un exemple, des chiffres ronds, je crois que je ne sais plus, on a pris, par exemple, si vous en avez 100 BSPCE, au minimum, on imagine que nous, Physimed, dans tant de temps, on va valoir tant, donc vous pourrez gagner tant, ou au maximum tant. Voilà. Donc, du coup, on a donné une fourchette de ce qu'on imagine de ça, et pour donner un petit peu plus de concret, en fait, aussi à l'opération, parce que finalement, d'avoir X BSPCE ou quoi, sans savoir vraiment à quoi ça pourrait nous donner accès demain. Donc, on a été très clair, on a dit, ben voilà, pour une base de 100, donc après, à chacun de faire son produit en croix avec la base de personnes, de BSPCE qu'il a. Une base de 100, vous devrez débourser tant, vous pouvez gagner tant, vous aurez tant d'impôts, du coup, vous aurez tant à la fin dans la poche, quoi. Voilà. Pour expliquer concrètement ce qui va se passer. Voilà. C'est ça aussi qui a permis, je crois, l'explication et je crois la compréhension assez claire du principe, quoi. Ils se sont dit, ah bah ok, ça ne me coûte rien, je peux gagner au minimum ça, au maximum ça. Bien sûr, c'est sur des hypothèses données par les fondateurs, mais voilà. Alors, question peut-être aussi, peut-être pour Marine, plus point de vue salarié, mais c'est vrai que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a tôt compris et on se fait souvent répéter la notion de l'important, c'est pas la part du gâteau, c'est la taille du gâteau total. Et c'est vrai que du coup, quand on récupère, je sais pas, Marine, par exemple, quand tu récupères 1,5% d'une entreprise, est-ce que tu dis c'est ridicule ou est-ce que tu comprends le potentiel? Je sais pas comment toi tu l'as vu. Non, en fait, je pense que ça faisait 1 an que j'étais là, donc je savais ce que Quid pouvait représenter pour Geoffrey, pour Christophe, les cofondateurs, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose pour eux. Et donc, c'est ça la marque de confiance. Avant d'être de l'argent éventuellement, c'est très bien si ça peut rapporter de l'argent, c'est top, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que moi, en tout cas, je l'ai vu davantage comme de la reconnaissance. On est content que tu sois là et voilà, on te le montre avec quelque chose de quand même assez concret. Puisqu'il y avait des documents à signer, etc. Donc, c'était quand même concret. Bon, c'est la puissance de l'avocat, en fait. Le prochain, tu me fais 8 ou 10 pages, hein, Pierre Ricard, parce que comme ça, ça fait encore mais en plus fait, important. au final, dans les pages en question, je crois que notre avocat, il a expliqué, genre, en global, une page, je crois. Tout le reste, c'était un peu de la convenance, je ne sais pas comment dire, enfin, de la partie juste très juridique. On n'est pas entré en détail, en tout cas. On m'a signalé une clause qui est plutôt sympa pour les salariés. 4 pages, le pacte chez nous, d'associés. Très bien. J'ai une question parce qu'on m'a signalé une clause plutôt sympa en fait, pour les salariés qui permet en fait en cas d'acquisition en fait, de l'entreprise en fait, de faire un prêt, que l'entreprise fasse un prêt extrêmement temporaire en fait, aux salariés qui souhaiteraient en fait, exercer leurs options même s'ils n'ont pas l'argent. En fait. Du genre, un prêt, ça veut dire en 24 heures ouvrées. Quoi, en fait, quoi. Le temps que le salarié achète effectivement les actions, il est censé rembourser le prêt à l'entreprise dans l'autre sens. Est-ce que vous avez prévu des choses de ce type-là? Mais n'importe quelle banque te prête de l'argent si tu dis j'ai mes actions, je suis en train de les vendre, il me faut, pendant 1 mois, il me faut 50 000 €, tu fais un découvert à la banque si tu as les papiers. Non, ça coûte du blé, alors que l'entreprise, tu le fais gratos. En fait, moi, parce que j'ai eu des retours d'expérience d'entrepreneurs qui me disaient, en effet, mon droit d'exercice était tellement élevé. Enfin, voilà, je ne pouvais pas me le permettre. Mais comme dit Geoffrey, je suis allée à la banque le mardi, j'ai eu le prêt. Le mercredi, j'avais l'argent sur le compte.
Donc, en fait, la banque est remboursée tout de suite. Donc, en fait, il n'y avait pas de frais, hormis, je ne sais pas, un intérêt, j'imagine, hyper faible. Enfin, ou des frais de dossier de quelques 5 centaines d'euros, quoi. Mais bon, si voilà, en tout cas, si c'est pour récupérer des dizaines de milliers, limite, c'est voilà. pas. Globalement, ça va, quoi. C'est pas. Ouais, parce que si la société prête, ça peut créer un sujet avec l'acquéreur. C'est toujours, c'est quand même de l'argent qui sort de la société, même s'il revient derrière via la souscription. À un moment, il devra quand même le rembourser. Donc, c'est-à-dire qu'il va le salarié va rembourser la société, donc quelque part l'acquéreur après la sortie, après la vente, quoi. Ouais, Alors, mais du coup, avant la vente, ça peut être fait au cas par cas, mais bon, à ce moment-là, il n'y a pas besoin forcément de l'écrire. Ouais, c'est un prêt à un salarié, quoi. Il n'y a pas de conditions légales qui encadrent ça en plus. Il y a normalement une boîte n'a pas le droit de faire un prêt à un salarié, quoi. Enfin, c'est pas... Oui, ça c'est dans le cadre du prêt au salarié. Alors, on a une très bonne question de Simon aussi qui nous demande, parce que du coup, le VSPCE, enfin, on dit souvent on ouvre le capital aussi pour attirer des talents. Quand on est au début d'une entreprise, est-ce qu'on peut attirer un haut talent et est-ce que c'est vaut mieux le mettre en associé ou utiliser le BSPCE? Est-ce que c'est pas une bonne protection du coup pour pouvoir tester quelqu'un avec un cadre qui autour de ce futur rentrée en tant qu'associé via des BSPCE peut-être plus courts, je ne sais pas, la pratique, si des gens l'ont déjà pratiqué. Moi, si je peux faire un retour d'expérience, je dirais que ça dépend vraiment de comment se positionne, par exemple, dans le cas là du CTO. Parce que associé, c'est quelque chose de fort quand même. Donc, en plus, si on est sur la création, on va dire, ou peu de temps après la création, soit la personne, vous voulez l'attacher de manière forte à l'entreprise. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être mieux l'associer. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ça devient un associé, donc avec aussi les contraintes qui existent. Alors, on peut très bien, parce que là, la crainte, c'est, OK, on donne 15% du capital à un CTO, et après, on se rend compte que quelques mois après, on se retrouve avec un CTO qui arrête de bosser, quoi. Ça, on peut l'encadrer notamment via le pacte d'associés. C'est-à-dire que si à un moment, un des associés arrête de toute fonction ou toute activité dans l'entreprise, à ce moment-là, on peut le sortir. On fait sous le mécanisme de la promesse unilatérale de vente avec un prix qui est d'ores et déjà fixé, par exemple, à la valeur nominale, quoi, si c'est la cessation des fonctions dans les 2-3 premières années. Donc ça, juridiquement, on peut quand même se baquer, même si on lui confère des actions. Peut-être que la personne sera plus impliquée si elle a une qualité d'associé pur que si elle est uniquement porteur de BSPCE. Voilà, c'est généralement, je pencherai plutôt si vraiment la personne est essentielle, qu'on est sur une entreprise avec un vrai business où le CTO est très important, même vis-à-vis par exemple d'un investisseur, il vaut mieux montrer une image comme quoi on a un CTO qui est associé avec une part qui est quand même relativement conséquente dans le capital social, plutôt que de dire, bon, on lui a attribué des BSPCE avec des conditions, voilà, ou quelque part, si ça ne fait pas l'affaire, on le dégage, quoi. En gros, pour une future levée, ça affiche un manque de confiance envers son propre associé, quoi. Ouais, c'est un peu. On ne pourra pas, en tout cas. Enfin, moi, si je suis côté investisseur, on me dit oui, c'est notre associé, il est fondamental, mais on lui a filé des BSPCE. C'est un peu. Ouais, surtout sur une société qui est jeune et où le CTO aurait éventuellement une place importante. Parce qu'effectivement, dans les sociétés, moi, ce que je vois, souvent les demandes des investisseurs, c'est que les personnes clés, si on est sur un business vraiment où il y a la techno, il faut que généralement le CTO soit associé. C'est clair. Du coup, effectivement, bien encadrer l'entrée des associés avec un pacte d'actionnaires qui aura notamment une clause de bad liver pour permettre une sortie sans que ça coûte la peau des fesses aux autres associés. On est d'accord. Merci pour la précision, Geoffrey. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres gens qui ont une remarque ou un retour d'expérience ou whatever? Comme on est déjà à 20h30 et que je ne veux pas faire déborder non plus le meet-up, ou est-ce qu'il y a des précisions? Ouais, c'est parce que comme on n'a pas beaucoup entendu de chiffres, mais que j'en ai entendu par ailleurs, parce que j'interroge à la fois des salariés dans des startups qui ont fait plusieurs tours de table et qui ont eu des BSPCE, et je vais interroger
des dirigeants en fait, de sociétés qui ont fait plusieurs tours de table et qui ont mis en place des BSPCE. Là, je fais un peu le tour des popotes. Ce qui a l'air d'être assez courant dans les startups, on va dire tech à Paris, c'est que le vesting dure 4 ans. Il y a un cliff de 1 an. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir 1 an dans l'entreprise et au bout d'1 an, vous touchez du coup un quart. Enfin, vous pouvez exercer déjà un quart des options que vous avez. Et ensuite, elles sont attribuées, enfin, tout le reste est attribué de manière équitable par trimestre. Enfin, les actions levables. Tu peux chaque les actions levables, en fait, t'obtiens un morceau du reste. Ouais, tu as les quotités de manière égale. Les gens peuvent les acquérir en fait, par trimestre. Il y a 4 ans, enfin 8 ans maximum pour exercer en fait, les options. Évidemment, ce n'était pas dit non plus, hein, mais ces actions sont dans des pools où elles n'ont pas de droit de vote. Et en termes de montant, ils t'ont donné des chiffres, les salariés? Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'en l'occurrence, c'est une startup. J'ai un exemple précis là, mais c'est une startup qui était française et après un énième tour de table est devenue américaine. Donc, il a 2 plans de BSPCE. Criteo. Non, non, mais eux, ils sont déjà, ils sont cotés en fait, donc c'est différent. Non, en gros, si vous voulez exercer les deux, il m'a dit ça lui coûterait toutes les économies qu'il a mis de côté pour faire son emprunt immobilier. Oui, mais c'est-à-dire que la valeur, elle est folle aussi du truc s'il est obligé de claquer 300 000 € pour acheter ses parts. Non, mais ce n'est pas 300 000 €, c'est quelques dizaines de milliers d'euros en fait. Ah, mais c'est quoi comme emprunt immobilier? Il achète la maison. C'est un petit il habite où là parce que... T'habites à Paris, voilà. Allez, gauche. Non, mais t'habites à Paris, voilà, c'est le coup. Il a acheté 3 mètres carrés à Paris, quoi. Oui, ok. Non, mais c'était ça l'exemple en fait. C'est quelques dizaines de milliers d'euros si vous voulez tout exercer en fait. Et donc, la question, c'est pas le prix d'exercice, c'est combien il peut les revendre en fait, la vraie question, parce que c'est toujours la plus-value qui compte au final. Bah, là, il est dans une startup où ils rêvent tous d'une IPO, quoi. Donc c'est un autre délire, quoi, déjà. Ouais, donc voilà, donc il s'achètera plutôt un 5 pièces à Paris que ses 3 mètres carrés à la fin, quoi. Donc. De toute façon, l'objectif du BSPCE à la sortie, c'est qu'il n'y ait pas que les fondateurs qui repartent avec un bateau, mais que tous les salariés puissent repartir avec leur bateau. Pas avec une barque, du coup, s'il te plaît. Au moins un bateau, mais plus petit. Barquette. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités de BSPCE pour les sociétés cotées? Bon, je ne pense pas qu'on aura tout de suite une société cotée de toute façon dans l'écosystème. Je ne sais pas si Pierrick veut répondre. Ouais, j'ai jamais eu le cas, mais je suis pas sûr que ce soit possible pour une société cotée. C'est des ABA, non, Pierrick? C'est les ABA qu'on donne, non, du coup, dans les grosses boîtes? Ouais, c'est des intéressants qu'on donne à des membres du board. All right. Les sociétés cotées, la plupart ont quand même plus de 15 ans. Hein, donc, enfin, les grosses boîtes. Si vous avez d'autres questions qui pointent encore, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez eu le contact de Pierrick. Vous pouvez aussi retrouver Emeline et Geoffrey très facilement sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. Non. Non, pas TikTok. Oh. Non, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, le débat peut continuer encore par ailleurs en dehors. Et puis, je vous rappelle que tout ce meet-up sera ensuite mis en ligne et donc retransmis. Donc c'est cool, vous pouvez le revoir au ralenti et revoir de nouveau la présentation du début de Pierrick. Donc ça, ce sera cool de vous retrouver sur YouTube et sur Facebook. Ouais, si vous voulez, moi je peux vous la diffuser en PDF si ça vous intéresse. On pourra aussi mettre le PDF, pourquoi pas, sur l'événement. On devrait, ouais, c'est pas mal, ouais, bonne idée. Donc ça, c'est cool. Merci Pierrick. Merci beaucoup Emeline, Geoffrey, Pierrick et Marine pour vos témoignages, votre participation. Merci à Yann et à tous ceux qui ont posé plein de questions aussi. C'est cool et ça fait vivre le débat et ça permet vraiment d'apprendre plein de trucs. N'hésitez pas, ne loupez pas les prochains rendez-vous. Et puis merci à tous d'avoir participé. Et on se retrouve pour un prochain meet-up très vite sur une nouvelle thématique trop cool. Et bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Merci. Ciao.